Bonjour, bienvenue dans le podcast « L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens ». Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, mais pas trop, conçu pour les passionnés d'histoire qui veulent tout comprendre sur ces rois et leurs peuples comme leurs aventures durant le premier millénaire. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram ou écrivez-nous à meropodcast.fr@gmail.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous donner des étoiles sur votre application de balado favorite ou à nous laisser un commentaire. On lit tous les messages, les bons comme les moins bons. Ceci est l'épisode 58. Les ennemis de mes ennemis sont parfois mes ennemis. Clovis est donc monté sur le trône à la mort de son père aux environs de 481. Et vous vous demandez probablement ce qu'il a bien pu faire de sa jeunesse et de ses premières années de règne. En réalité, personne n'en sait trop rien. Probablement pas de la PlayStation ou des LAN de League of Legends. Mais plutôt des compétences du genre manier la hachette ou d'autres trucs utiles du même genre, comme sa future classe de seigneur de guerre et officier supérieur romain l'exigeait. Mais alors que l'Empire s'est effondré à l'ouest, rappelons-nous qu'il se retrouve quand même à la tête d'un royaume, pas forcément très étendu, mais tout à fait respectable, quelque part entre les Hauts-de-France et la Belgique actuelle. Et surtout, il se retrouve à la tête d'une armée de choc que lui a laissé papa. Une armée qu'il est sans doute temps de mettre à profit. Vu qu'on ne reste pas seigneur de la guerre très longtemps au 5e siècle, sans enrichir les hommes qui vous servent. Une règle d'or que Clovis n'a sûrement pas l'intention d'oublier. Selon Grégoire de Tours, Clovis décide en 486 de déclencher les hostilités avec son voisin du sud, Syagrius, le fils d'Aegidius, l'ancien allié de son père. Une attaque en bonne et due forme, avec une armée franque montant à l'assaut du royaume de Soissons et qui va changer le destin de la Gaule. Une première guerre marquante qui lance la grande carrière du roi des Francs, mais qui, pour être honnête, soulève une multitude de questions encore débattues à ce jour par les spécialistes. La date d'abord, qui est loin d'être certaine. Alors oui, Grégoire place cette guerre dans la 5e année du règne de Clovis, soit autour de 486, mais on a un problème avec Grégoire. Toute la chronologie de la vie de Clovis est douteuse, parce que c'est simplement trop beau pour être vrai. Et oui, pour l'évêque de Tours, chaque événement marquant de la vie du roi arrive pile 5 ans après le précédent, du début à la fin. C'est réglé comme une horloge, avec une séquence qui finit et une autre qui commence exactement 5 ans plus tard. Alors, c'est bien pratique pour les historiens, comme pour les lecteurs, si on veut suivre l'enchaînement des événements. Mais on peut parier qu'il y a sûrement de la reconstruction là-dessous. C'est rare que dans une vie, toutes les péripéties s'enchaînent une à la queue leu d'une manière si bien ordonnée. Mais bon, restons sur 486, ou en tout cas autour de 486. Ce qui pose question donc sur ces 5 premières années à se tourner les pouces. Est-ce que vraiment Clovis était le roi incontesté des Francs saliens, ce que laisse entendre Grégoire, tout à son adulation du grand homme, ou sa prise de pouvoir a été un peu plus compliquée qu'on ne le pense, à devoir batailler contre des rivaux ou des parents, et qu'on a gommé tout ça sous un silence assourdissant, histoire de donner un caractère d'élection divine au grand homme? Honnêtement, c'est impossible à dire. Autre souci, le dit royaume de Soissons de Syagrius qu'attaque Clovis. Si on est tout à fait sincère, personne ne connaît vraiment les contours de ce dit royaume. Par convention, on le case entre la Loire et la Somme, centré sur la vallée de la Seine, limité par l'Armorique à l'ouest et la vallée du Rhin à l'est, et dont la capitale serait Soissons dans les Hauts-de-France. Mais honnêtement, c'est bien plus une construction par défaut qu'autre chose, puisqu'on n'a pas d'autres idées ou indices de qui aurait bien pu tenir tout ce territoire de toute façon, sinon cet homme. Car Aegidius, le père de Syagrius,
et dernier chef militaire de la Gaule nommé par l'empereur dans les années 50 et 60, est resté chef militaire et politique de la partie romaine autant qu'on le sache, et en lutte sur tous les fronts pendant des années, à la suite d'Aetius, que les ennemis soient burgondes, wisigoths, voire bretons ou même francs. D'où l'hypothèse par défaut que tout l'espace de la Gaule non conquise par ses concurrents est devenu de facto une espèce d'État indépendant de culture romaine dès que Aegidius a rompu les liens avec Ravenne en 465. Le royaume des Romains, comme l'appelle Grégoire, est donc probablement dirigé en 486 par son fils, le fameux Syagrius, dernier seigneur de la guerre, véritablement romain, encore debout à ce stade. Oui. Sauf que la vieille alliance historique entre Aegidius et Childéric ne s'est pas prolongée avec leurs deux rejetons, qui décident d'en venir aux mains aux alentours de 486. Mais pour quelle raison exactement? Ça n'est pas très clair. C'est même la grande question sur laquelle Grégoire ne s'étend absolument pas. Tout à fait typique de notre bon vieux Greg. Quand il est un peu gêné sur un événement, il glisse dessus l'air de rien. Mais est-ce que cela va nous empêcher de faire des hypothèses? Non, bien sûr. La première et la plus évidente, c'est évidemment que nos compères sont maintenant dans des camps politiques opposés. Clovis, suivant les traces de son père, reste fidèle à l'empereur de Byzance, Zénon Ier, qui à défaut de pouvoir faire grand-chose de concret dans le nord de la Gaule, représente toujours une forme d'autorité pour une grande partie des populations de l'ancien empire. Alors que Syagrius, lui, a refusé absolument d'accepter sa décision de nommer Odoacre comme son patrice pour l'Italie et est devenu de facto un rebelle pour Constantinople. Mais cette situation n'est pas nouvelle en 486, puisque ça date d'avant même le début du règne de Clovis, depuis les années 60 en fait. Ça a pu être une bonne excuse pour Clovis, mais ça peut difficilement être le véritable facteur déclencheur. Autre hypothèse plus crédible, mais difficile à prouver, la lutte de pouvoir. L'histoire trouble du changement de leadership à la tête des Saliens, après les 8 ans d'exil de Childéric, laisse entendre que la tutelle initiale du pouvoir gallo-romain sur les Francs, héritière de la longue domination de l'Empire sur les Saliens, a bien pu s'estomper à partir des années 60, et que cette nouvelle dynamique a été source de conflits entre l'ancien pouvoir dominant et son ex-satellite. Et c'est vrai qu'on a un petit faisceau d'indices comme quoi les choses ont commencé à se tendre entre les deux ex-alliés progressivement, comme si les Francs se mettaient à empiéter peu à peu sur les territoires du Sud et à antagoniser leurs voisins romains. On peut noter l'apparente souveraineté des Francs sur Reims par exemple, en suivant la lettre de Rémy qui s'adresse à Clovis comme le gouverneur officiel de la Belgique seconde, alors que le territoire salien historique était bien plus petit. Ou autre indice, le siège de Paris, que rapporte le biographe de Sainte-Geneviève dans les dernières années du règne de Childéric, qui indiquerait que les opérations militaires des Francs au sud avaient commencé depuis un certain temps. Dernière alternative, la vengeance, puisque Grégoire de Tours nous apprend que la ville de Soissons a été capturée dans le passé par Aegidius le père. Capturée dans ce cas des mains de Childéric logiquement, et qui donc pourrait expliquer la volonté du fils Clovis de récupérer son héritage. Oui, mais pour cette dernière alternative, ça sort un peu de nulle part, cette mention du texte de Grégoire. C'est bien louche en fait. Et c'est surtout très commode d'insinuer comme ça que Syagrius l'avait bien cherché et que Clovis était dans son bon droit et avait une bonne raison pour s'en prendre à lui. Mais soyons honnêtes, c'est vraiment flou. Et comme on dit, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Qu'il y ait des conflits territoriaux ou politiques, c'est bien possible. Mais honnêtement, on a du mal à imaginer comment Aegidius ou Syagrius auraient bien pu piquer des terres aux Francs. Car les derniers arrivants, depuis le début, ce sont bien sûr les Francs. En tout état de cause, il y a d'autres possibilités si on regarde la question des frontières. Plusieurs historiens, comme Patrick Guéry, soutiennent que les migrations de paysans francs n'ont pas ralenti au Ve siècle du côté de la vallée de la Seine et ont pu constituer un facteur de déséquilibre entre les deux États. Un déséquilibre qui aurait poussé Clovis à reprendre le contrôle sur des populations qu'il considérait comme les siennes. Ou inversement, pour suivre Stéphane Lebec dans son ouvrage « Les origines franques » ou les Francs de Perrin et Pfeffer, on peut aussi imaginer la volonté de damer le pion aux autres Francs, les Rhénans, qui avaient étendu leur royaume de Cologne en s'emparant de Trèves, sans doute au détriment de Syagrius eux aussi.
Une expansion de plus en plus agressive qui a pu inciter Clovis à agir pour prendre les devants, histoire de prendre le leadership sur le monde franc avant tout le monde. Ce qui d'ailleurs nous amène à la dernière raison et la plus probable quand on relit honnêtement le texte de Grégoire de Tours. Celle qui consiste à penser que la véritable cause, la meilleure raison, restait la plus habituelle, même si notre bon évêque a du mal à la mettre en avant. La volonté de profiter de la faiblesse d'un voisin plus faible pour s'enrichir sur son dos, comme l'ont fait depuis toujours les Pierres germaniques. Une bonne vieille guerre de conquête basée exclusivement sur un rapport coût-bénéfice où Clovis réalise que ce royaume des Romains reste très riche et de plus en plus mal défendu, et sans le moindre allié à qui faire appel. Alors, évidemment, l'hypothèse n'est pas très glorieuse que d'aller s'attaquer à plus faible que soi par pur opportunisme. Mais Clovis a quand même une armée et des soldats à enrichir. Et ce n'est pas comme si le pillage de territoires romains dégarnis de troupes solides n'avait jamais fait partie des options disponibles chez les Francs. Surtout que Syagrius est vraiment tout seul en 486. L'empereur de Constantinople et son patrice en Italie, Odoacre, ne reconnaissent pas son pouvoir. Les Francs rénans restent hostiles sur la frontière est après avoir capturé Trèves. Idem les Alamans sur la frontière orientale de l'autre côté du Rhin. Et c'est sans parler des Burgondes qui n'ont jamais reconnu l'autorité d'Aegidius ou de son fils de toute façon. En fait, il semble qu'en 486, il ne reste qu'un seul ami à Syagrius. Et ce sont les Visigoths et leur immense royaume de Toulouse, regroupant maintenant la péninsule ibérique et tout le sud-ouest de la France moderne au sud de la Loire. Attends quoi? Les Visigoths et le royaume de Toulouse? Tu nous prends pour des saucisses? On vient juste de raconter que toute la carrière d'Aegidius, puis de son fils Syagrius, s'est bâtie sur la guerre contre les Visigoths et la défense de la Gaule contre ces gros prédateurs du Sud. C'étaient eux les principaux ennemis de l'Empire de l'Ouest. Ce sont eux qui ont pillé Rome avant de s'établir comme le premier royaume fédéré dans l'Empire et gratter un max de terre en profitant du bordel en Gaule et en Ibérie. Je comprends pas, Xavier. Explique-nous un peu d'où viendrait ce revirement. Comme dit l'adage, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, j'imagine. Syagrius a dû chercher des alliés tout simplement après sa rupture définitive avec Constantinople. Et logiquement, il a initié un rapprochement avec le royaume du Sud à partir des années 70. Les Visigoths restant toujours hostiles au pouvoir impérial, et ce depuis des décennies. Une stratégie un peu désespérée, diront certains pour Syagrius, que de s'allier aux ennemis historiques de son père. Mais parfois, nécessité fait loi. Mais un changement de stratégie qui n'est pas sans conséquences quand même, notamment parmi les évêques de Gaule, comme notre Rémi de Reims, qui ne voit pas du tout d'un bon œil qu'on choisisse de s'allier avec des hérétiques ariens comme les Visigoths. Parce qu'on en a assez parlé, les guerres fratricides entre différentes chapelles d'une même religion sont souvent les plus violentes, et le christianisme n'échappe pas au phénomène au Ve siècle. S'arranger avec un païen à moitié barbare, c'est acceptable pour un évêque nicéen de Gaule, mais s'allier avec un arien, c'est une toute autre affaire. C'est un retournement de veste qui vaut sans doute à Syagrius une sacrée dose d'opposition dans ses propres terres à partir des années 80. Autre problème pour lui, son ami reste tout de même un allié en pointillé si on est sincère. Le trône de Toulouse vient juste de changer de main en décembre 484. Un nouveau roi du nom d'Alaric II, fils du précédent roi Euric, qui lui succède à peine sur le trône. Ce qui ne serait pas un problème si tout était stable et tranquille dans le royaume des Visigoths. Mais ce n'est pas le cas. Le royaume sort à peine de la conquête très difficile de l'Auvergne et de la Provence et fait face à des troubles dans ses territoires au sud en Espagne, pas encore totalement sous contrôle. Couplé apparemment avec une politique de plus en plus agressive d'oppression contre les Nicéens et une instabilité politique chronique où la plupart des rois visigoths des dernières décennies ont fini assassinés, le grand royaume du Sud est tout sauf calme et stable. En réalité, il est probable que le nouveau roi de Toulouse a bien mieux à faire en 486 que de trop se préoccuper des problèmes de son nouvel ami de Soissons, Syagrius. Nous découvrons ici un autre fait qui corrobore l'une des théories derrière l'attaque de Clovis contre Syagrius. Un fait qui commence d'ailleurs à dévoiler un trait de Clovis, que nous retrouverons un certain nombre de fois plus tard.
Pour Clovis, s'il y a une bonne opportunité pour frapper Syagrius, c'est plutôt maintenant qu'il est seul. Et cette faiblesse momentanée a pu jouer un grand rôle dans le déclenchement de la guerre. Pas très glorieux tout ça, mais plutôt logique après quelques années sur le trône, où il a dû prendre son royaume en main, mais doit commencer à avoir une petite pression sympathique de ses guerriers. Eux veulent savoir maintenant comment sa grande générosité, étalée durant l'enterrement de son père, va concrètement les enrichir. 486, Clovis décide donc d'attaquer l'ancien allié, en allant le défier sur ses propres terres. Ce qui n'est pas une mince affaire à la base, puisqu'on peut faire l'hypothèse que Syagrius dispose d'une puissance tout à fait capable de rivaliser avec lui. D'abord, parce que son royaume est objectivement bien plus grand et bien plus riche que le sien. Le nord de la Gaule ne contient que quelques villes romaines, moins imposantes et riches que les cités de la Loire ou de la Seine. Donc, question finance et ressources, on voit mal ce qui manquerait à Syagrius pour rivaliser avec Clovis. Et puis aussi parce que Syagrius tient une armée sans doute comparable techniquement sur le papier à celle de Clovis. Des légions romaines entraînées à la discipline collective des batailles rangées et sans doute remplies d'un paquet de francs elles aussi, mercenaires ou lettes. Honnêtement, il est très difficile de croire que Clovis a pu avoir un quelconque avantage tactique sur son ennemi disposant des mêmes atouts militaires que lui. En réalité, la plupart des spécialistes estiment que l'armée que conduit Clovis est probablement une armée principalement organisée à la romaine, dont elle a hérité des structures et des tactiques. Une armée de soldats professionnels, constituée avec des contingents d'infanterie, entraînés à se battre en formation, soudés collectivement pour tenir une ligne de défense derrière leurs murs de boucliers. Puisque ça fait des décennies que les francs saliens se battent au sein des armées romaines, que les officiers francs ont servi l'Empire jusque dans les plus hauts grades, on peut être sûr que le transfert de connaissances et de tactiques s'est fait au fil du temps. D'abord comme des troupes intégrées dans la structure impériale, comme on l'a raconté au IVe siècle, avant de se transformer littéralement en armée alliée, dirigée par des chefs rangs libres à partir du Ve siècle. Pour résumer, tout ce qu'on sait de l'approche militaire franque ressemble furieusement à celle des légions romaines de l'Antiquité tardive, et on aurait de la peine à distinguer les unes des autres. Les officiers francs ont des chevaux, mais dirigent le gros de la troupe composée de fantassins, équipés pour affronter l'ennemi au corps à corps en ligne compacte, comme les Romains. L'armée franque n'utilise pas de troupes d'archers, et en reste surtout aux armes de jet comme les lances, qu'ils utilisent juste avant le contact, là aussi comme les Romains. Et pour frapper leur ennemi, une fois l'engagement commencé, le mieux est encore de combiner le choc causé par leur mur de bouclier avec des frappes grâce à leur grande spata, qui cette fois a été copiée par les Romains quelques décennies plus tôt. Mais ils ont bien quelques trucs à eux, les Francs, question armement, non? Ce ne sont quand même pas des calamars. Je veux bien qu'ils se battent à la romaine, mais ils ont bien un petit truc à eux, non? 50 ans avant, Ammien Marcellin disait quand même dans son œuvre que c'était des guerriers redoutables, avec une passion pour la guerre qui les caractérisait tout particulièrement. Selon lui, même accablés dans la défaite, les Francs ne lâchaient jamais rien. Dixit, la mort seule peut les abattre, jamais la crainte. Donc si on en croit le boss des historiens au IVe siècle, Hermann et ses copains, c'étaient quand même des gars un peu investis quand il s'agissait de taper sur la tronche de leurs voisins. Ou alors, a-t-il encore une fois exagéré, Ammien de Tarascon? Difficile de ne pas se demander si on n'est pas dans le bon stéréotype du barbare courageux mais peu subtil avec ce genre de description héroïque. Mais malgré tout, cette réputation fait écho aux éléments culturels liés à l'honneur dans les combats et dans la guerre que décrivait Tacite quelques siècles plus tôt. Une culture particulière de la bravoure et de la solidarité entre combattants, sans doute toujours présente dans la mentalité guerrière des Francs du Ve siècle, et qui fait d'eux des troupes particulièrement efficaces au combat. Et puis, il y a leurs armes spécifiques dont ils se sont dotés, sans doute en recopiant et en adaptant ce qu'ils ont trouvé chez les autres peuples avec qui ils étaient en contact. Le scramasax, évidemment, le coutelas tranchant sur un seul côté d'une vingtaine de centimètres qui sert pour le corps à corps, bien sûr. Et l'angon aussi, la lance à pointe métallique qu'ils peuvent planter dans le bouclier ennemi, puis écraser du pied pour faire tomber la garde adverse. Et inévitablement, la célèbre francisque, la hachette de combat dont on a fait, probablement à tort, leur arme par excellence. Utilisable comme une arme de poing comme en projection à 8 mètres l'adversaire, pesant à peu près 1,2 kg
et permettant de frapper la première ligne avant l'engagement au corps à corps. Une arme qui va faire son apparition tardivement au 5e siècle, mais qui deviendra le symbole de ces hommes. Ok, tu me rassures. On a quand même des caractères uniques pour ces hommes qui les distinguent un minimum du reste de l'Empire. 2 ou 3 astuces dont les Francs vont se faire les champions. Même si dans le fond, on a, c'est vrai, une armée très romanisée, opérant sans doute de manière assez similaire à ses adversaires du Sud. Mais bon, ces 2 ou 3 atouts, ce n'était pas de nature non plus à changer la physionomie de la rencontre. Et pour utiliser la métaphore rugbystique, ça explique pourquoi Clo-Clo a voulu renforcer son pack avant d'aller affronter Syagrius. Clovis ne part pas seul à l'attaque de son voisin du Sud. Non, il embarque avec lui son parent, un certain Ragnacaire, roi salien lui aussi, et dirigeant d'un royaume dit de Cambrai. Alors, qui est ce parent Ragnacaire ? Mystère. Certains font l'hypothèse d'un cousin issu de Germain, petit-fils ou arrière-petit-fils comme Clovis du grand Clodion, qui s'est emparé de toute la région, si vous vous rappelez l'épisode 52, et dont le royaume a pu être divisé à sa mort entre plusieurs descendants. C'est parfaitement possible, et ça serait raccord avec les successions compliquées et souvent partagées entre plusieurs héritiers, dont les Francs et autres barbares vont être coutumiers. Plus intéressant, l'existence de Ragnacaire confirme un autre point, celui qu'évidemment, à ce stade, Clovis n'est qu'un roi parmi les Francs saliens et sûrement pas le roi. Qu'il ait pu avoir une certaine prééminence suite au succès de son père Childéric, c'est bien possible, et ça expliquerait aussi sa capacité à entraîner Ragnacaire dont, de toute façon, il doit traverser le territoire pour se rendre de Tournai à Soissons si vous regardez une carte. Mais en tout état de cause, on découvre qu'en réalité, nous n'avons pas du tout affaire à un grand monarque qui dirigerait souverainement tout le nord de la Gaule. Parce qu'un autre parent est cité par Grégoire, un certain Cararic, lui aussi cousin plus ou moins lointain, et roi d'un autre petit royaume franc des alentours. Un cousin qui, par contre, refuse de participer à l'aventure. Au mépris des devoirs de solidarité qu'on pourrait attendre d'un autre membre du clan, et en adoptant une stratégie opportuniste sans vergogne, qui consiste à attendre de voir qui survivra entre Clovis et Syagrius, et de s'arranger avec le vainqueur quel qu'il soit. Et ça, c'est sans compter les Francs rhénans, dont le roi, un certain Sigebert, lui aussi parent de Clovis d'ailleurs, ne vient pas non plus à son aide. Soit que la raison de la campagne de Clovis était de toute façon de lui couper l'herbe sous le pied, pour terrasser Syagrius en premier, soit, comme on va vite le voir, notre Sigebert est déjà aux prises avec les Alamans au sud et ne peut donc pas se rendre utile en 486. Alors si je résume sur 3 cousins, il y en a un qui le suit, un qui ne donne pas de nouvelles et un qui fait clairement bande à part. Une belle bande de rastaquouères les cousins francs, oui. Si tu as besoin de rien, tu peux compter sur eux. En tout état de cause, Clovis n'est pas le haut roi qui domine et impose sa volonté à tout le monde, à ce stade. C'est plutôt un seigneur de la guerre, avec une prééminence toute relative sur le monde franc, si je comprends bien. Une remarque, à ce stade du 5e siècle, dans les 2 camps, il ne faut pas trop baser sa stratégie sur la famille, ni les amis. Et non, mais apparemment, c'est insuffisant pour décourager Clovis, qui n'affiche pas le moindre doute. Sa troupe doit pouvoir avancer vite, vu que venant du nord de la Gaule, il peut suivre la route romaine, qui est encore probablement en excellent état en 486, et qui mène droit vers Soissons en passant par Cambrai, où il peut justement faire sa liaison avec Ragnacaire. Syagrius, lui, pendant ce temps, n'a pas bougé. Soit Clovis a eu l'élément de surprise et qu'il l'a capté aux abords de sa capitale avant qu'il n'ait eu le temps de manœuvrer, ou autre hypothèse, c'est que Syagrius, devant défendre Soissons de toute façon, a préféré choisir un terrain connu pour l'affrontement à venir. Car Syagrius n'a pas fait mine de s'enfuir apparemment, ni même de s'enfermer dans sa capitale pour subir un siège. Il attend, et lorsque le messager de Clovis parvient jusqu'à Soissons pour lui demander de choisir le champ de bataille, notre homme relève le défi. Si le roi des Saliens est venu pour un combat à mort, Syagrius ne compte pas s'esquiver. Ce qui peut seulement s'interpréter d'une seule manière. Il a intérêt à en finir vite avec Clovis et de ne pas jouer la montre. Peut-être parce qu'effectivement, son pouvoir commence à lui glisser des doigts, que ce soit du fait de sa politique pro-arienne ou de la perte successive de territoires, comme la chute de Trèves à l'Est
et qu'il a besoin à son tour d'une victoire éclatante pour affermir son pouvoir. Peut-être aussi parce qu'il a compris que son ami du Sud, Alaric II le Wisigoth, n'allait pas intervenir pour lui donner un coup de main de toute façon. Alors, autant ne pas perdre de temps à laisser son adversaire s'installer et ravager son territoire et à tenter le tout pour le tout, immédiatement. Bien sûr, ce sont des hypothèses. Mais c'est sûr que c'est assez étrange de voir Syagrius accepter comme ça de rencontrer Clovis dans un mano à mano viril. Genre, descends de tes murailles de Soissons et viens te battre comme un homme. À croire qu'il n'avait vraiment rien à perdre pour donner une occasion pareille à Clovis? Ou alors qu'il était sûr de sa force et de sa supériorité? C'est vrai. Mais peut-être qu'il ne faut pas oublier que Syagrius n'a pas non plus une légitimité formidable vis-à-vis de Clovis. Il n'est qu'un autre seigneur de la guerre, comme tant d'autres dans l'Empire romain, qui dépend exclusivement de la fidélité de ses soldats. Et ce sont des soldats qu'il faut mener à la victoire et enrichir pour mériter sa place sur un trône, quel qu'il soit. Au 5e siècle, ça fait bien longtemps que les hommes ne travaillent plus que pour un seigneur de la guerre qu'en fonction de sa capacité à les faire vivre. Sans grand prestige dynastique, sans soutien de Constantinople avec des titres et de l'or à distribuer, sans palmarès militaire connu, Syagrius ne peut pas faire preuve de faiblesse en essayant d'éviter l'affrontement avec Clovis sans se suicider politiquement. Clovis est donc avancé avec Ragnacaire et leur armée franque jusqu'aux portes de la ville. Et c'est là qu'il rencontre les troupes de Syagrius menées par le roi des Romains lui-même. Grégoire ne nous dit rien de précis sur la bataille. Pas d'exploit particulier, pas de déclaration grandiose ou de serment avant le choc entre les lignes. On n'a même pas une vague idée de la tactique employée ou des pertes dans chaque camp. Mais il y a un petit paramètre à ne pas oublier. Une bataille n'est pas toujours la résultante d'une équation entre le nombre d'hommes et la masse de matériel, faisant toujours pencher la balance du côté du plus gros. C'est avant tout une affaire d'hommes entraînés à se battre ensemble, d'hommes motivés par leur objectif et galvanisés par leur chef, d'hommes dont la motivation est souvent le premier facteur du succès, avant la force brute. Et sous ce rapport-là, c'est sans doute Clovis et ses Francs qui a l'avantage. Lui qui a récupéré une armée de vétérans de son père qui se sont battus aux 4 coins de la Gaule depuis 20 ans. Lui qui a entraîné son armée jusqu'aux portes de la capitale ennemie pour le défier ici et maintenant, sans discuter ni finasser. Et lui qui, dès le premier jour de son règne, a démontré qu'il n'avait qu'une seule priorité, les rendre riches comme jamais, en pillant les trésors là où ils sont, c'est-à-dire là-bas, au sud du royaume des Francs. En 486, en une seule bataille et en une seule journée, Clovis et son armée prouvent qu'il va falloir compter sur eux. En effet. Apparemment, les Francs écrasent l'armée de Syagrius quelque part aux alentours de Soissons, au point que le roi des Romains s'enfuit et abandonne le champ de bataille comme son armée. Ce qui de fait signifie abandonner son royaume qui tombe entre les mains des Francs. Et alors que Clovis rentre victorieux dans les murs de Soissons, un beau jour de 486, il va livrer la ville au pillage, évidemment, pour ces hommes trop longtemps privés de butin. Et Syagrius saisit la seule chance qui lui reste. Il saute sur un cheval et part se réfugier chez son tout dernier ami, le roi Alaric II de Toulouse. Malheureusement, comme il va s'en rendre compte, il ne faut décidément pas trop compter sur ses amis au 5e siècle. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous retrouver sur Internet et à nous contacter sur meropodcast.fr@gmail.com. Et rendez-vous au prochain épisode.